Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 10 février et l'actualité à la une, bien sûr, c'est la qualification du Football Club de Versailles en demi-finale de la Coupe de France. Les Yvelinois ont battu hier Bergerac en quart de finale au terme d'une séance de tir au but, un but partout à l'issue du temps réglementaire. C'est Dirasouba qui avait donné l'avantage aux Versaillais au quart d'heure de jeu avant l'égalisation périgourdine en fin de rencontre. C'est seulement la 5e fois dans l'histoire qu'une équipe de 4e division atteint le dernier carré de la compétition. Versailles qui recevra l'OGC Nice, le 3e de Ligue 1 en demi-finale. La rencontre est au programme le 2 mars et devrait bien se disputer en région parisienne. Reste à déterminer dans quel stade. Le stade Charletti, le Parc des Princes et le Stade de France sont les pistes évoquées. Nous sommes revenus longuement déjà sur ce moment historique pour le football yvelinois dans notre édition spéciale de tout à l'heure. Elle est à revoir sur notre site internet et notre application mobile. Les concertations se poursuivent à Saint-Quentin en Yvelines autour du futur site olympique de la colline d'Elancourt, prévu pour accueillir les épreuves de VTT pour Paris 2024. Il faut, avant le début des travaux, répondre aux enjeux concernant l'écologie, l'aménagement et l'héritage du lieu. Le point avec Bichente Merien-Santisteban. Elle accueillera les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais avant, la colline d'Elancourt devra être aménagée. Plus de 350 Innois ont participé ces derniers mois à des concertations avant la validation du projet par l'agglomération. Objectif, transmettre leurs interrogations, leurs inquiétudes et apporter de nouvelles idées. Nous allons ensuite resoumettre le résultat des études à un vote qui serait cette fois-ci à une prise de position qui sera électronique pour la population, qui aura lieu pendant tout le printemps 2022. À nouveau, nous allons pouvoir redébriefer l'ensemble des interventions. Avant la fermeture du site pour travaux en 2023, ces discussions ont permis de confirmer les impératifs en vue de la transformation. Et ce qu'ont donné les différentes études qui ont été réalisées et le retour des habitants, eh bien c'est la même orientation, la volonté de conserver un parc ouvert à la population, vert, vertueux. Et donc un maximum d'efforts a été mis et a été confirmé par les résultats des études faites auprès de la population, de la volonté de densifier encore la protection de l'environnement. C'est pourquoi ce qu'on appelle la compensation écologique sur ce site sera certainement une des compensations écologiques les plus exemplaires que de tout Paris 2024. Autre interrogation, l'héritage après les Jeux et comment mettre en relief le futur espace sportif. Le site a été pensé pour pouvoir, une fois que les Jeux Olympiques sont terminés, donc qu'il soit ouvert au public, mais également que l'ensemble des infrastructures invisibles, tout ce qui permet techniquement de pouvoir très rapidement réinstaller un lieu d'accueil d'épreuves de VTT soit présent. Tout ce qui est passage des câbles, tout ce qui est air technique, etc. Mais ça sera absolument invisible, permettront demain de pouvoir positionner à nouveau très rapidement un village pour un week-end de VTT et pourquoi pas à nouveau accueillir par exemple les championnats du monde de VTT. En plus du VTT à Elancourt, les Yvelines accueilleront le BMX, le cyclisme sur piste et sur route, le pentathlon moderne, le golf et les sports équestres. Cette épreuve olympique, dont celle d'Elancourt, sous l'œil de la grande dame de fer. Et des révélations sur un système qui maltraite nos aînés. Dans son livre Les Fossoyeurs, le journaliste d'investigation Victor Castanet pointe du doigt plusieurs grands groupes spécialisés dans l'hébergement des personnes âgées, notamment le groupe Orpea pour des faits de maltraitance et de rationnement. Plus récemment, c'est le groupe Corian qui a été visé par des plaintes. Pour parler de ce sujet, en plateau avec moi, Didier Bécher, bonsoir. Bonsoir. Député de la première circonscription des Yvelines, vous êtes également membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et vous vous êtes d'ailleurs rendu aujourd'hui dans l'EHPAD Les Saules à Guyancourt, qui appartient au groupe Corian. Depuis la sortie du livre, il y a eu beaucoup de plaintes. Aujourd'hui, plusieurs familles sont inquiètes. Quelle est votre position face à ces pratiques dénoncées et comment rassurer les familles, finalement ? Le meilleur moyen de rassurer les familles, déjà, c'est d'aller sur le terrain. Moi, c'est ma 3e ou 4e rencontre avec les EHPAD de Montigny et de Guyancourt du groupe Corian, parce que c'est vrai que Corian était présent sur la ville nouvelle. Et j'avais vraiment à cœur d'aller à la fois rencontrer les équipes soignantes, parce que c'est aussi un secteur où il est difficile de recruter, qui n'a pas toujours une très bonne image. Et la preuve, avec ce qu'on dit aujourd'hui, les difficultés de recrutement vont continuer. Donc, j'ai vraiment eu un échange sans filtre avec les équipes soignantes et d'accompagnement. Donc, c'était plutôt très bien. Et puis la possibilité de discuter aussi avec les familles et les résidents. Et je dois dire que le groupe Corian a joué vraiment la transparence. La presse était présente, donc a pu constater les faits. Moi, je crois qu'il y a EHPAD et EHPAD. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce sont peut-être des faits isolés. Oui, alors en plus sur la région parisienne, il faut voir que Orpea, ça représente 8% en fait des EHPAD. On n'est pas concerné dans le 78. Le groupe Orpea n'a pas d'établissement dans le 78. C'est vrai que pour avoir participé, puisque nous avons un cycle d'audition actuellement à l'Assemblée nationale, l'audition du groupe Orpea, c'était quand même assez surréaliste, il faut le dire. Je crois qu'on a eu une démonstration en fait de parfaits gestionnaires financiers, mais très éloignés en fait du bien-être des résidents, ce qui, en tout cas,
à toutes mes rencontres depuis 2017 avec les EHPAD de Saint-Quentin en Yvelines, je n'ai pas du tout eu ce sentiment. Et encore aujourd'hui, j'ai pu mesurer, en tout cas qu'au Saule, il y avait vraiment une bienveillance, un intérêt pour la santé des patients et essayer de s'organiser. Vous savez qu'au Saule, quasiment 90% des résidents sont des résidents de Saint-Quentin en Yvelines, Versailles, Viroflay, grand maximum. Donc on est aussi sur des gens qui souhaitent continuer à vivre là où ils ont vécu toute leur vie avec leur famille. Donc c'est un élément important, cette proximité, je trouve, que l'offre elle soit disponible sur notre territoire. Alors suite au scandale, une enquête a été ouverte par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Où en est-on aujourd'hui ? Alors on est sur un cycle effectivement d'audition. Moi j'ai été très marqué cette semaine par l'audition de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, avec qui on a pu partager notre inquiétude sur la nécessité de mettre en place un certain nombre de certifications et d'indicateurs comme il y a pour les hôpitaux, mais qui n'existent pas dans les EHPAD. Alors là pareil, le groupe Corian, qui est un très grand groupe, a devancé un certain nombre d'éléments et a une certification ISO 9001. Donc on voit bien que tous les EHPAD ne sont pas logés à la même enseigne. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 1/5 de la population française qui a plus de 65 ans. À l'horizon 2030, c'est 1/4 de la population française qui aura plus de 65 ans. Donc on a un vrai phénomène démographique qui fait que, et c'est ce qui nous a poussé en 2021 à créer la 5e branche de la sécurité sociale, donc cette 5e branche qui rassemble l'ensemble des financements, les 31 milliards de la dépendance, dans un seul bloc. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un besoin d'investissement gigantesque, confère ce que je disais sur la démographie, et aussi parce que les députés à l'Assemblée nationale, nous avons besoin de pouvoir suivre les comptes, de pouvoir suivre les actions. Et tel que c'était fait jusqu'à maintenant, en fait, vous aviez une dispersion des actifs financiers un peu partout et une vraie difficulté à suivre ce qui se passait en termes de dépendance. Je le disais tout à l'heure, vous étiez cet après-midi à l'EHPAD Les Saules de Guyancourt. C'est un établissement du groupe Corian. Il compte aujourd'hui 106 lits et embauche 68 professionnels. Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Landry ont pu interroger la directrice de l'établissement. Nous avons des résidents qui sont là tout le temps, ils habitent ici, ce sont leur lieu de vie, ils reçoivent leur famille, ils font des repas avec leur famille au sein de la structure. Les familles ont la possibilité de venir déjeuner, ils sortent, ils vont en vacances, ils reviennent, ils vont passer des week-ends en famille. Nous avons des activités qui sont proposées dans les étages avec les soignants qui font des activités dans la journée. Vous avez un animateur qui est là aussi, qui fait de l'activité tout le temps. Et vous avez ce que nous avons, un pôle d'activité en soins adaptés. Ce ne sont pas des, on va dire, c'est vraiment maintenir les capacités préservées de nos résidents. Il y a l'amalgame de tout, alors que ce n'est pas lié à tous les EHPAD. C'est toute la profession qui est touchée par rapport à ça. Mais ils se disent qu'ils ne sont pas concernés. Voilà, ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se reconnaissent pas à travers ce type de pratique. Et on ne se reconnaît pas non plus chez Corian Les Saules. Non, pas du tout. Même les familles peuvent vous le dire. Nous avons notre psychologue qui est référente justement en bientraitance. Pas plus tard que lundi, elle avait déjà organisé deux formations avec les équipes. Et aussi vous avez Corian, donc nous avons pas mal de formations dans le catalogue de formations Corian. Et donc nous avons ce qu'on appelle des formations BEST, dont une partie avec justement la bientraitance de nos aînés. Et vous le disiez, Didier Bécher, vous avez pu échanger avec les équipes sur place. Dans quel état d'esprit sont-elles aujourd'hui ? Alors moi, j'ai trouvé des équipes très mobilisées, parce qu'encore une fois, il y a une vraie dynamique d'équipe à l'EHPAD des Saules. Mais on a effectivement mis sur la table le manque de moyens en personnel, parce que quand je leur ai posé la question, si vous deviez me communiquer vraiment un élément de difficulté pour vous dans votre quotidien, on a parlé de la nécessité d'augmenter le nombre d'encadrants ou de soignants par résident qui était présent. Et c'est vraiment tout l'enjeu. C'est-à-dire que dans le budget 2022, on a voté 400 millions supplémentaires pour financer 20 000 postes supplémentaires dans les EHPAD, mais aussi 20 000 services civiques. Parce que ce que nous visons aussi, c'est d'amener des jeunes à regarder différemment ce type de métier pour ensuite s'engager de manière beaucoup plus durable dans les métiers, alors du soin, du care, enfin il n'y a pas que pour les EHPAD, il y a aussi dans les établissements médico-sociaux où on a besoin de recruter. Donc il y a un effort budgétaire certain qui est présent, un besoin de recrutement, mais nous devrons aussi avancer, c'était tout l'enjeu de l'audition avec l'ARS cette semaine,
sur la certification, sur des indicateurs pour pouvoir mesurer d'un EHPAD à l'autre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment s'améliorer dans le temps pour s'assurer qu'on a des EHPAD où la bienveillance est vraiment la clé de ce qui est demandé en fait, par les familles. Parce que justement, dernière chose, dans un communiqué, vous appelez à mettre en place un système de certification pour les EHPAD comme ils existent pour les hôpitaux. Ça serait une solution pour être plus vigilant peut-être En tout cas, c'est un moyen de contrôle des finances publiques. Si on n'a pas d'indicateur et si on ne dit pas, parce qu'il s'agit d'établissements à but lucratif à qui on confie de l'argent public, il faut absolument que nous, on ait des indicateurs et qu'eux-mêmes sachent sur quels indicateurs ils vont être mesurés. Aujourd'hui, il y a vraiment, c'est un peu la foire dans ce domaine-là, donc il faut qu'on arrive à mettre un peu d'ordre. Il n'y a pas forcément besoin d'un texte de loi en plus pour mettre des indicateurs en place, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est des choses qui peuvent se mettre en place rapidement. On est tous concernés parce que évidemment on vieillit, on est tous concernés parce que dans nos familles, on a tous eu à se poser la question pour nos parents, comment ça va se passer. Cette fin de vie, elle doit être heureuse et bienveillante. Et c'est un enjeu, moi c'est un véritable enjeu de société. Alors est-ce que ce sera un enjeu de la présidentielle? Je n'en sais rien, mais je pense que c'est quelque chose, en tout cas, auquel on doit apporter une réponse et qui préoccupe beaucoup de Français. Un thème dont on parlera de plus en plus dans les années à venir. On l'a compris et en cas de besoin, je précise juste que pour lutter contre les maltraitances envers les personnes âgées, il existe un numéro vert, c'est le 39 77, un numéro qui est anonyme et gratuit. Merci Didier Bécher d'être venu en plateau. Je rappelle, député de la première circonscription des Yvelines et également membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Cette information de nos confrères de 7-8 Actu avant de vous laisser, fermeture à venir pour le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le mégacentre voit une nette baisse de fréquentation depuis plusieurs semaines avec environ 500 injections par jour. Après le 25 février, la vaccination devrait se poursuivre auprès des médecins, infirmiers et pharmaciens. Au début du mois, le site avait franchi le seuil des 400 000 injections. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur TV78.